I know you told me such a long time ago. Dans un instant, vous allez écouter une rencontre à la librairie Ombre Blanche avec Jean-Michel Mariou, producteur de l'émission Qu'est-ce qu'elle dit Zazie, ainsi que de divers reportages et magazines sur la tauromachie. Il est également directeur de la collection Faenas aux éditions Verdier. Mardi 25 mai 2021, Jean-Michel Mariou présentait son livre Poison d'or, paru chez Verdier. Do you believe me, child? I'm a fool for you. Oh, no, I'm a fool for you. Bien, bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux de vous retrouver en vrai, si je puis dire, même masqué dans le public, mais vraiment on apprécie de pouvoir se retrouver pour une rencontre littéraire, non pas en visioconférence, mais en présence ou en présentiel. J'aime pas du tout ce mot-là, mais bon, en présence me paraît mieux. Alors, je suis très heureux d'accueillir pour cette soirée Jean-Michel Mariou pour son nouveau roman Poison d'or aux éditions Verdier. Jean-Michel Mariou, je me souviens de vous dans l'émission Qu'est-ce qu'elle dit Zazie. C'était une très belle émission littéraire dans les années 90, 95, par là, c'est ça 1895. Non. J'étais moi-même à Ex-Libris, donc j'ai bien suivi la naissance de l'émission. Je trouve qu'il y avait à l'époque une approche très originale de la littérature. On rompait un peu avec le côté débat classique. Il y avait vraiment des approches très originales. Bon, elle a duré donc 5 ans par là, je pensais ça un peu. Elle a duré 8 ans. 8 ans. 8 ans. Oui. À vrai dire, c'était la chance qu'on a eue, c'est qu'on a créé cette émission au moment où émergeait une génération d'écrivains très singuliers, qui n'étaient pas encore tout à fait repérés par les autres émissions, qui n'étaient pas mis en majesté par elle. Des gens comme François Bon, comme Michon, comme Bergogneau, comme Echenoz, tout ça. Bon, franchement, c'est pas mal, quoi. Comme terrain de jeu, c'est bien, quoi. Voilà. Après, la création du banquet du livre à la Grâce, qui continue, qui perdure, et on en est très heureux. Vous dirigez, je crois, toujours la collection Faenas également, aux éditions Verdier. Toujours. Donc, voilà, vous avez écrit, vous avez donc, en effet, coproduit et produit cette émission, cette très belle émission, mais aussi des reportages sur la tauromachie, des sujets. Vous avez, je crois, dirigé l'antenne à un moment donné de France 3, c'est ça, oui, du Languedoc-Roussillon. Voilà. Et ça, c'est votre donc troisième roman, troisième livre, si je ne m'abuse. Troisième livre. Les 2 premiers, c'était un récit. Oui. C'était 2 récits, et ça, c'est un roman. Ce besoin d'Espagne en 2013, voilà. Et le chauffeur de Rouen en 2019. Il y a un truc qui est terrorisant, c'est le nombre de post-it que vous avez sur le. C'est pas terrorisant. Pourquoi ça vous terrorise? J'espère qu'il n'y a pas une question par post-it. Non, c'est pas des questions, c'est des repères pour moi. C'est un peu ma marotte, les post-it, chacun son truc. Poison d'or, donc un roman. Alors, qui a pour peut-être centre, on va dire, cette catastrophe de la mine de Salsigne. Donc là, on est dans la vallée de l'Orbiel, au nord de Carcassonne. Ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être le centre du roman. Vous allez nous expliquer un petit peu quelle a été la jeunesse du livre. Je crois que c'est intéressant de savoir. Il y a cette dimension, en effet, historique. C'est un peu une traversée du siècle, finalement, puisque on commence même avant 1900, puisque le roman on commence en 1873 ou 74, si je ne m'abuse, si je me rappelle bien. Et ça va jusqu'à nos jours, puisque en 2018, il y a eu encore ces inondations assez catastrophiques qui ont en effet pollué toute la vallée de l'Orbiel. Donc la mine de Salsigne, c'est le centre du livre. C'est un roman, évidemment, où il y a, vous nous le direz peut-être si c'est le cas, mais je pense que la réponse est oui, un travail de recherche documentaire, en effet. Vous évoquez aussi les luttes sociales, tout ce qui a été finalement important dans ce XXe siècle. Mais ça, c'est peut-être le centre. Mais moi, je l'ai lu vraiment comme un magnifique roman aussi sur les relations familiales, notamment les relations père-fils, puisque le personnage principal est Gabriel Kallmann, qui retourne sur les lieux. Il est journaliste à Paris. Il retourne donc sur les lieux, donc où vivent ses parents. Et on apprend assez vite la mort de son père, Joseph, donc, et également la mort de son meilleur ami turc qu'il a beaucoup fréquenté. Voilà. Ça, c'est le point de départ du livre. Mais je l'ai plus lu, moi, encore, comme je vous dis encore une fois, un livre où vous avez fait preuve d'un travail sur la langue magnifique, avec des travails sur les précisions des mots employés, l'importance des gestes, de l'échange entre les personnages. Est-ce que c'était quelque chose aussi que vous souhaitiez mettre en avant, au-delà de cette dimension politique, engagée, et cette catastrophe environnementale? Moi, ce que j'ai voulu, c'est raconter une histoire.
et la raconter le mieux possible, évidemment. C'est tout bête, mais c'est comme ça. Le point de départ, c'est un ami qui, il y a 20 ans, un ami médecin, il y a 20 ans, il était déjà très âgé, il y a 20 ans, qui me raconte qu'il a travaillé, lui, du côté de Salsigne, et il me raconte cette histoire de multiplication de cas de cancer dans la population, et la façon dont la médecine du travail essaye, c'est ni éviter ces cas-là, ni les contourner, mais il n'y a pas à cette époque-là en France une politique de santé qui soit basée sur des statistiques, sur des recherches, et donc on prend les cas un par un. Les types arrivent, ils ont un cancer, vous fumez, oui, voilà, il faut pas fumer, voilà. Et il me raconte cette histoire de façon plus fine que je viens de le faire, et c'est quelque chose qui me marque beaucoup, parce que ça le signe. J'ai cette connaissance, comme tout le monde, de voir dans la presse cette lutte interminable de grève en défaite et tout. Ça semble-t-il, ça n'a pas de fin. Et donc j'ai ça en tête. Et j'arrive en 2010 à Montpellier, à la direction de France 3, et tout de suite, je me dis que je vais faire un documentaire là-dessus. Je vais commander un documentaire sur cette histoire. Encore une fois, pour moi, c'était les cancers. Et donc, je confie ça à une boîte de production que j'avais manifestement pas bien choisie, puisque ça dure 1 an, 2 ans, et le film ne se fait pas. Parce que, voilà, il y a des projets comme ça qui ne se font pas, et je ne sais pas si j'ai manqué de ténacité, de relance et tout. Bon, le film s'est pas fait. Donc c'était resté un petit peu comme un reproche que je me faisais à moi-même. Et en 2018, lorsqu'il y a eu les grandes inondations, que des eaux ont dévasté complètement toute la vallée de l'Orbiel, un jour, je parle avec un responsable politique du département, quelqu'un de très haut placé, et je lui dis, mais il y avait des bassins à Salsigne, des bassins dans lesquels encore on gardait de l'arsenic, du bismuth, des métaux lourds, du poison. On gardait ça à ciel ouvert. Et il me dit, ben oui. Et je lui dis, mais ça a dû être lessivé par... Je pensais, moi, à ce qui s'est passé à Doñana, en Andalousie, il y a 20 ans ou 25 ans, où, pareil, la réserve naturelle avait été complètement pourrie par le débordement, comme ça, d'un mur de soutènement qui avait cédé avec des... Bon. Et il me dit, oui. Et, les bassins ont été complètement vidés. Et donc, alors après on l'a su, la presse a fait son travail, on a appris que 60 000 mètres cubes d'arsenic, de métaux lourds liquides, qui étaient gardés depuis 15 ans, enfin, gardés depuis 50 ans, mais ça fait 15 ans que la mine était fermée, que l'entreprise avait disparu, et pendant 15 ans, l'État a considéré que ce n'était pas une mauvaise idée de garder comme ça, à ciel ouvert, tout ce poison-là qui ne demandait qu'à se déverser. Et donc tout est parti dans la vallée. On a retrouvé des boues toxiques jusqu'à Trèbes, c'est-à-dire aux portes de Carcassonne. Et tout de suite, l'agence régionale de santé, la préfecture ont dit, mais il n'y a aucun problème, il n'y a pas de risque de pollution, tout ça. Et une semaine après, ils ont publié un communiqué en disant que les gens qui avaient nettoyé, par exemple, les cours d'école, où il y avait 40 cm de boue, que ces gens-là, il fallait qu'ils se nettoient vraiment très précautionneusement les mains, une semaine après. Hein, voilà. Et que s'ils avaient des petites coupures, comme on a parfois dans les doigts, tout ça, et qu'ils n'étaient pas parfaitement protégés, il fallait qu'ils aillent voir un médecin, etc. Mais qu'il n'y avait rien à craindre. Quoi. Voilà. Donc, ce dernier scandale-là, ça m'a mis... J'avais envie de travailler sur cette histoire. Je ne savais pas comment.
j'ai pas pensé à un roman tout de suite. Je pensais à peut-être faire un document, quelque chose comme ça. Et puis, au banquet du livre, justement, à la Grâce, l'été 2019, il y a un jeune garçon qui est sonorisateur, qui est très sympathique et qui habite du côté de Salsigne et qui me raconte une histoire, qui me dit que lui, la nuit, il a vu une nuit monter des camions vers la mine, tout feu éteint, chargés, des camions immatriculés en Bulgarie, et qui sont redescendus vides. Et donc je me suis dit, bon ben voilà, là c'est un roman ça. C'est un roman qui va permettre de dire tout le reste. Et j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que cette histoire de camion, c'est comme l'histoire de la Dame Blanche dans les Pyrénées, que tout le monde a vu à la sortie de Tarbes ou de Lannemezan. Il y a plein de gens qui ont vu des camions, mais après, ils sont plus si sûrs que ça et tout. Et il y a quand même quelque chose. Quand tout un pays comme ça, se met à imaginer quelque chose qui pourrait être vrai, c'est qu'il y a quelque chose de vrai, quoi. Voilà. Donc, je suis parti dans un des plus beaux endroits du monde, c'est la salle de lecture des archives départementales de l'Aude, que je conseille à tout le monde, qui est une salle extraordinaire. Et évidemment, aux archives, il y a toutes les références, tout ce qui a été écrit sur la mine. Il y a les dépôts aussi des documents, de certains documents préfectoraux, tout ça, voilà. Et donc pendant 2 mois, j'ai travaillé sur ces documents-là, beaucoup sur la presse quotidienne de l'époque, c'est-à-dire du début du siècle jusqu'à aujourd'hui. Et puis, quand j'ai eu fini de réunir la documentation, le confinement est arrivé. Donc, ben voilà, j'ai écrit le livre. Ça a du bon, finalement, le confinement. Voilà. C'est vrai que il faut remonter, l'origine, c'est en effet l'exploitation du fer. Je crois que vous remontez dans les années 1877, si je me souviens bien, où vous expliquez. C'est fou ce qu'il y a comme ressources minières dans le coin. Il y a des mines partout. C'est fou. Il y a des mines partout. Et le principal minerai qui est recherché, c'est le fer. Parce qu'évidemment, le pays est en train de se couvrir de rails, de chemins de fer, comme son nom l'indique. L'automobile démarre, et donc on a un besoin énorme de fer. Et ce qui se passe à Salsigne, c'est que, et dans la région, toutes ces mines-là, elles existaient depuis le temps des Romains. Bon. Après... les conditions d'exploitation, les technologies ont fait que ça avait été abandonné petit à petit parce que c'était pas du tout rentable. Et là, comme la demande de fer explose, tout le monde s'y remet. Et il y a un garçon qui s'appelle Marius Esparcey, qui est un entrepreneur de Carcassonne, qui demande en 1877 une concession pour une mine de fer. Donc il commence à exploiter ça, avec quelques ouvriers dans le fond, quelques femmes au-dessus qui trient le minerai. Déjà, dès le début, les femmes ont travaillé dans des conditions absolument épouvantables, mais bon, c'est une constante de la société française du XXe siècle. Et assez rapidement, il s'aperçoit que c'est pas si rentable que ça. Et il voit aussi que quand elle trie le fer, il y a beaucoup de minerais. Il y a un truc qui s'appelle le mispickel. Il y a des choses très poétiques en plus. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais bon, il y a du cuivre, il y a du plomb, il y a des choses comme ça. Et donc, il a l'idée d'envoyer au bureau de contrôle des mines un seau de minerais, j'imagine, et en disant, voilà, qu'est-ce qu'il y a, est-ce que la teneur en fer est suffisamment forte, tout ça. Il pense à rien d'autre pour l'instant, il pense qu'au fer. Et les résultats tombent, et on lui dit, il y a ça, et il y a de l'or. Alors il dit, bon, il y a de l'or. Et on lui dit, il y a de l'or dans telle quantité. Et il fait ses calculs et il s'aperçoit que ce sont des quantités qui peuvent rendre une exploitation rentable, quoi. Donc il démarre l'exploitation de l'or.
Ce qui n'était pas du tout, jusqu'à présent, c'était pas fait, quoi. C'est la première fois que... Et il sort l'or, bon, il installe une usine, ça c'est en 1895. Il commence à remonter le minerai, et alors, là j'ai une note, parce que sur les chiffres, je suis capable de dire n'importe quoi, moi. Donc, comme là, c'est tellement impressionnant qu'à chaque fois, je me dis, mais c'est pas vrai. Quand on sort 1 tonne d'or, on sort en même temps 2000 tonnes d'arsenic pur. 1 tonne d'or, 2000 tonnes d'arsenic, plus 140 tonnes de cyanure et 30 tonnes de plomb. Voilà. Ça, c'est la malédiction de base. Sauf que lui, c'est pas ça. Il sort du cyanure et de l'arsenic, il fout ça sur des talus, comme tout le monde. Voilà. Donc là, on est en 1895. Et 10 ans après, en 1905, on a la première alerte, ce qui est très... c'est assez drôle, parce que j'ai trouvé ça dans le Courrier de l'Aude, c'est un journal, qui raconte la visite au maire de Salsigne, en 1905, de 3 savants carcassonnais. Donc les savants, il y avait un pharmacien, évidemment, c'était un savant, le pharmacien, et il y avait le président et le vice-président d'une société savante de l'Aude. Et ils vont voir le maire de Salsigne, parce que dans leur société, il y a un type qui s'appelle Auguste Mir, et qui est un propriétaire terrien, mais qui a plein d'affaires, qui vit à Carcassonne, tout ça, et qui leur a dit qu'à Salsigne, toutes ces prairies étaient totalement dévastées par ils ne savaient pas quoi. Bon. Donc eux sont montés, ils ont regardé, et ils demandent audience au maire. Ça ne doit pas s'appeler audience pour le maire de Salsigne à l'époque, mais bon, ils demandent rendez-vous au maire, et ils lui disent, voilà, les eaux qui dévalent des talus qui se sont constitués depuis 10 ans d'exploitation de la mine, sont en train d'empoisonner toutes les prairies de notre ami Monsieur Mir, parce que les autres, je pense qu'ils s'en foutaient, mais enfin, Monsieur Mir, lui, voilà. Et alors le maire a dit, mais... Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Et il dit, nous, on vous alerte, vous prenez vos responsabilités, mais la santé de vos concitoyens est en jeu. Donc le maire, qui n'est pas un grand politique, mais qui est manifestement un type sensé, il abreuve la préfecture de courrier, et il leur dit, voilà, il y a un problème de santé publique à Salsigne, je vous demande des réunions, tout ça. Donc il y a des réunions, et le préfet décide que l'usine, qui avait des cheminées, parce qu'il commençait à brûler les résidus, le préfet considère que ces cheminées sont pas assez hautes. Et donc, il demande de rehausser les cheminées pour que les matières dangereuses puissent, il dit, de manière extraterrestre, se répandre beaucoup plus loin que les habitations. Bon. C'est hallucinant, parce que ça veut dire qu'il n'y a qu'à aller pourrir plus loin. Et par ailleurs, ce procédé-là de combustion laisse des liquides extraordinairement polluants, encore plus que les fumées. Mais ces liquides-là, on dit, on va les stocker, quoi. Ça, c'est pas, on verra après, quoi. C'est-à-dire que depuis 1905 jusqu'à 2014 que la mine ferme, cette malédiction-là, elle se répète, elle se multiplie, elle augmente, et personne, à aucun moment, surtout pas les responsables privés propriétaires de l'usine, responsables publics, ne songe à l'arrêter. Alors il y a quand même un personnage dans le livre qui apparaît, je crois, vers la fin, Marc Aubert, je crois qu'il s'appelle, qui est un secrétaire général qui travaille pour secrétaire général de la préfecture. Voilà, la préfecture, qui lui quand même va essayer de transmettre un peu des informations, va dire les choses. Et, en effet, le personnage principal, donc, c'est Gabriel Kallmann, qui est ce journaliste. Pourquoi avoir choisi un journaliste comme ça? J'ai une idée, une question qui me vient. Non, mais il y a un journaliste qui m'a dit, oui, vous avez choisi...
vous avez choisi un journaliste pour donner le beau rôle au journaliste. Je ne pensais pas à ça du tout, mais il fallait que quelqu'un cherche, quoi. Donc ça aurait pu être un lanceur d'alerte ou je sais pas quoi, mais bon, voilà. Et donc ce fameux Marc Aubert, lui, va quand même essayer de... Alors lui, c'est vraiment un personnage de fiction, hein. Voilà. Parce que le secrétaire général de la préfecture de l'Aude, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ment régulièrement, il est payé pour ça, mais quand même, et de façon honteuse. Et moi, il m'a semblé que, comment dire, il y a dans la haute fonction publique française, il y a des gens qui ont de l'honneur, qui font leur métier de façon très remarquable, et que c'est par ces gens-là que ça peut venir, la vérité, et puis le fait de pouvoir soigner les choses aussi après. Et quand je vois et donc j'ai imaginé que c'était le secrétaire général de la préfecture, parce que j'ai connu, moi, des gens comme ça qui après ils deviennent parfois sous-préfets, tout ça. Bon, ils ont des cursus, et il y a un moment de leur carrière où ils se sentent capables d'être du côté de la vérité. C'est pas toujours le cas, mais je trouve que c'est bien d'insister sur le fait que ces gens-là existent, plutôt que la majorité sont des connards. Ça me paraît plus positif de dire ça. Celui qui est à l'heure actuelle à Carcassonne, avec qui j'aimerais bien discuter un jour dans un débat, il sort dans le journal toutes les semaines pour dire qu'il n'y a pas de pollution, qu'il n'y a pas de risque, que tout va bien. Voilà. Donc c'est le contre-personnage. Mais c'est vrai que si chacun à sa place, les gens font leur métier de façon honnête, il ne peut pas se passer ce qui s'est passé à Salsigne. Vous expliquez que c'est par rapport au phénomène de ces camions là, qui montaient chargés et qui redescendaient à vide, que là finalement peut-être la fiction, le côté noir, un peu le côté enquête finalement rentre dans le... Ça devient un roman à ce moment-là peut-être en fait finalement, le Poison d'or. Enfin, moi je suis sûr que c'est vrai ça. Je suis sûr qu'il y a eu des camions et que... Alors je suis pas sûr que ça soit des matières très dangereuses qu'on ait enfouies à Salsigne avant de tout refermer. Mais en tous les cas, c'est des matières qui coûtaient moins cher à foutre là que là où ils auraient dû être, quoi. Ça, c'est sûr. Et à Carcassonne et dans la région, tout le monde est à peu près persuadé que ça a existé, que c'est vrai. Et c'est des déchets peut-être toxiques, on ne sait pas, enfin, ce qui était déversé de toute manière, et on le saura. Ce qui est vraisemblable, c'est que ce soit c'est la thèse du roman. La thèse du roman, c'est un roman à thèse. C'est vous qui l'avez dit. C'est ce qui est dit dans le roman, c'est que c'est certainement des déchets électroniques. Parce qu'il y a eu, dans ces années-là, une surproduction de déchets électroniques, c'est-à-dire les ordinateurs des armées, tout ça. Et il y a eu une loi qui est passée en France, parce que jusqu'à ce moment-là, on s'arrangeait très facilement avec des brocanteurs qui vous filaient, qui vous donniez 500 balles en liquide et tout. Là, c'est plus possible du tout. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu des tonnes de déchets dont il a fallu se débarrasser. Et il y a eu des filières. Ça, c'est avéré. Hein, c'est avéré, c'est documenté. Il y a eu des filières qui venaient d'Italie, qui partaient en Espagne, qui partaient sur des bateaux pour aller balancer ça au bout du monde, où ils sont très contents, semble-t-il, de récupérer nos déchets. Et il y a eu ce dont parle le fameux secrétaire général, qui, moi, me fascine, c'est des gros camions avec, à l'intérieur, des presses. C'est-à-dire, ils partaient de Provence, où ils avaient chargé des tonnes de déchets, et pendant la route, ils broyaient les trucs. Il y avait un truc derrière qui marchait, qui broyait comme un camion poubelle quand il marche. Hein, voilà. Et quand ils arrivaient à la frontière espagnole, il n'y avait plus que de la poudre, il n'y avait plus rien à déclarer, quoi.
Alors, je disais, c'est un livre, où vous avez, alors le personnage donc de Gabriel Kallmann, il y a tout un travail, je trouvais, sur les différents temps, des retours en arrière, au niveau de la structure du roman, vous l'avez beaucoup travaillé, vous l'avez écrit pendant le confinement, on l'a bien compris, bon, mais ça c'est quelque chose qui est très réussi, je trouve, cette forme justement de mélange de passé, présent, on revient, on repart au début du siècle, et en fait le lecteur bien sûr n'est jamais perdu. C'est quelque chose auquel vous teniez particulièrement, Jean-Michel Mariot? Ben, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire, je me suis très très vite rendu compte qu'en fait, il faudrait tout raconter, tout le siècle. C'est que on ne pouvait pas, en démarrant l'histoire en 2019, puisque ça se passe en 2019, on ne pouvait pas s'en sortir si on ne partait pas en 1895, si on ne tirait pas tout ce fil de malheur, parce que c'est un fil de malheur quand même. Et donc, ça m'a semblé plus intéressant de faire des allers-retours plutôt que de partir du début et finir à la fin, quoi. C'était... Et c'est un livre aussi sur l'engagement, sur les luttes sociales, puisque c'est vrai que dans ces années, vous en parlez, 1906, on vient d'en parler, là, pour cette mesure qui est prise d'envoyer les fumées un peu plus loin. Bon, c'est aussi l'époque de la catastrophe de Courrières, par exemple, coup de grisou là, dans la mine près de Lens, je crois bien, qui fait 1099 morts précisément. Bon, c'est vraiment là que se mettent en place vraiment les luttes. Enfin, il y a vraiment des revendications. Enfin, c'est la période repos hebdomadaire, je crois qu'ils obtiennent suite à Courrières. Oui, enfin, c'est la classe ouvrière qui est en train de s'inventer, quoi. En gros, il y a les grosses industries qui se mettent en place. La mine, c'est un des postes de travail les plus durs et les plus répandus aussi en France. Et il y a ce début des luttes pour un peu plus de dignité, un peu plus de pouvoir vivre normalement de son travail. Et tout ça, c'est évidemment dans toute la France. Ce qui est intéressant dans la vallée de l'Orbiel, c'est que il y a plusieurs malédictions qui s'entrecroisent. C'est-à-dire qu'au moment où la mine commence à peser sur la vallée, la vigne traverse une immense crise. 1907, le phylloxéra, les révoltes vigneronnes. Bon. Et donc, on est avec des gens, et là, les personnages qui sont les personnages du roman, ils vont être ballottés de l'un à l'autre. C'est-à-dire, d'abord, ils sont vignerons, Joseph est vigneron, et ensuite, il est contraint parce que la crise viticole fait qu'il ne peut plus vivre sur sa propriété. Il est contraint d'aller à la mine. Donc, dans le même périmètre de 10 km, il passe d'un échec, celui de la vigne, à un autre, celui de la mine, quoi. C'est quand même... c'est des belles vies, quoi. Oui, je trouve qu'à un moment donné, il y a un passage où on comprend un peu qu'il a un peu subi, entre guillemets, sa vie, quoi. Il n'a pas vraiment eu le choix. Enfin, il a un petit peu... Est-ce qu'il n'est pas le seul dans ce cas-là? Parce que visiblement, la mine a donné du travail. C'est ça un peu l'ambiguïté de la chose aussi. Enfin, l'ambiguïté, je ne sais pas si c'est une ambiguïté, c'est qu'elle donnait du travail et que en même temps, à un moment donné, elle était quand même considérée comme, je ne sais pas quel mot employer, indispensable, quoi, sur le territoire, quoi. Ouais, il y a eu ce truc terrible que c'était ce qui donnait du travail, c'était ce qui avait structuré ce village, ces familles, et qu'en même temps, on a commencé à se rendre compte que c'est ce qui nous empoisonnait. Et il y a eu tout un passage assez long qui va durer 20 ans où les gens ne veulent pas entendre ça, ils veulent pas le comprendre. Et il y a des trucs... c'est quand même fou, parce que depuis des dizaines d'années, les légumes de toute la vallée de l'Orbiel sont empoisonnés par l'arsenic. Depuis 35 ans, ils sont interdits par la préfecture à la consommation. C'est quand même chouette. Là, vous vivez dans un... On dit, oui, alors, ça non, les poireaux, tout ça, vous oubliez. Et à aucun moment, on dit, mais attendez, où est-ce qu'on vit, là? C'est cinglé. Mais avant que la préfecture soit obligée de prendre ses arrêtés, il y avait eu déjà des
des recommandations de médecins, de savants et tout. Et officiellement, personne ne mangeait des légumes, là. Bon. Il se trouve que, pendant un moment, pour que ça fasse pas de bruit, la mine rachetait tous les légumes à tous les agriculteurs de la vallée. C'est quand même cinglé, c'est une mine d'or. Et ils ont un budget qui est prévu pour acheter 2 tonnes de pommes de terre, 5 camions de poireaux, tout ça. Et ces trucs-là, ces magnifiques légumes qui étaient empoisonnés, ils les balancent derrière la mine. Et pendant des années, les ouvriers les plus pauvres vont chercher là de quoi faire une soupe qu'ils n'ont pas forcément les moyens de se payer par ailleurs, vu les salaires de la mine. C'est fou, quoi. Je parlais justement de notamment toute la première partie. En fait, finalement, le livre s'ouvre, le roman s'ouvre au moment où donc Gabriel retourne sur les lieux de son enfance, on va dire. Et il va enterrer son père. Il va enterrer son père, et après, on apprend un peu après, si je puis dire, la mort également de Turc, donc son meilleur ami qu'il a. Je parlais des rapports père-fils en ouvrant cette discussion. Moi, ils m'ont beaucoup touché. Est-ce que pour vous, vous diriez que c'est en effet un élément important du livre, notamment il y a un passage magnifique, bon, on pourrait en citer plein, mais où il découvre que son père, alors que bon, je crois que c'est sa mère qui dit ça à un moment donné, ton père il n'est pas très doué pour la parole, enfin pour dire les choses, il est plutôt dans le silence, et en fait il découvre que son père a fait un dossier avec tous les articles que lui, Gabriel, a écrit, en mettant des remarques devant, enfin on lire. Je pense que ça c'est un élément du roman, pour moi, important. Oui, parce que ce qui court dans tout le roman, c'est aussi la question de la transmission, plus ou moins réussie entre le père agriculteur et le fils qui veut pas. Bon. Et en fait, moi, j'ai connu comme ça un vigneron qui était un homme extrêmement généreux, ouvert, malin, qui était un type formidable, qui vous accueillait à bras ouverts, pas à bras raccourcis, à bras ouverts, et qui avait un fils, et qui était destiné à devenir vigneron. Et il a été incapable, on ne sait pas, il a été incapable de transmettre son savoir-faire et sa terre à son fils. Et nous, on assistait à ça terrifiés, parce qu'on ne savait pas, on peut rien faire dans ces cas-là. C'est une histoire très banale. Les pères qui savent pas parler à leur fils, c'est très très banal. Et en même temps, c'est tellement une clé pour voilà, c'est très important. Donc ça, pour moi, c'était évident. C'est présent à plusieurs moments, dans plusieurs personnages. Il y a toujours cette histoire du fils et du père, quoi. Voilà. L'amitié également était très présente à travers les rapports, justement, les relations entre Turcs et un musicien, si je me souviens bien, qui a un petit problème avec les prénoms. Non, c'est son père. C'est son père. Son père est réfugié espagnol et il refuse de donner un prénom du calendrier chrétien. Mais ça, on en connaît plein. Hein. Donc il a appelé son fils Turc, on ne sait pas très bien pourquoi, et sa fille Sève, parce que c'est joli. Voilà. Donc là aussi, il y a ça, il y a l'autre, le compagnon du père, dont le fils est maintenant gardien à la mine. Enfin, il y a plein d'histoires de fils qui se débrouillent avec les silences et les incapacités du père, quoi. Mais ça, c'est voilà, non. Les femmes parlent plus quand même. Hein. Les mères sont plus. Oui, enfin, je sais pas, mais. Enfin, moi, c'est pas à moi de le dire, mais les personnages de femmes, je trouve, sont peut-être plus forts, quoi, plus profonds que les hommes dans ce livre. Je sais pas, hein, mais moi, je les ai pensés comme ça. Alors bon, c'est pas elle qui
C'est pas elle qui mène par exemple, quand il y a la grande grève de 1992 et qui va occuper le trottoir de la préfecture à Carcassonne, sa femme, elle reste là-haut. Mais je trouve que c'est la position la plus forte, la plus silencieuse et la plus profonde. Voilà. Mais bon. Grande grève aussi, enfin il y a aussi en 76 lié sur la vigne avec les importations à l'époque frauduleuses de vins qui viennent d'Algérie, d'Italie. Enfin bon, c'est une période aussi. Parce que c'est vrai que les deux sont liés. Hein. La mine, vous l'avez très bien dit, Jean-Michel Mariou, la mine et la vigne. Enfin c'est vrai que c'est vraiment ce qui conditionne, j'ai envie de dire, le territoire. C'est pas les deux plus grandes réussites du siècle, mais c'est parfaitement lié et surtout. Ce qui, moi, me touche, c'est que ce sont des luttes, autant la lutte viticole que la lutte des mineurs, qui ont donné lieu à des épisodes de fraternité extrêmement fortes qui ont bouleversé les vies de ceux qui les ont vécus. Moi, j'ai, comme pas mal de gens ici, connu de près la lutte viticole. Beaucoup de gens en sont sortis transformés, différents de ce qu'ils étaient à l'entrée. Et voilà, c'était intéressant et c'était pour moi important que ça soit présent là. Parce qu'on ne pouvait pas raconter l'histoire de la mine sans raconter que juste à côté, et parfois les mêmes, qui étaient vignerons et mineurs, ils avaient été aussi bouleversés et balayés par la crise des années 70, quoi. Vos personnages sont nés, si je puis dire, dans un ordre précis. Est-ce que c'est d'abord Gabriel Kallman qui vous est apparu pendant le confinement, ou est-ce que ça a été un petit peu une mosaïque, un ensemble? Vous ne savez pas, c'est une question. Non. D'abord, je ne me rappelle plus. Ce dont je me rappelle, c'est la seule obsession que j'avais, et qui était quand même très pesante, c'était que il y a dans cette histoire des personnages vrais qu'il était impossible de ne pas respecter comme ils le méritaient. Et donc il y a, pendant la période de la guerre, de la résistance, il y a des personnages qui surgissent, qui sont absolument extraordinaires. Et cela, il fallait être à la hauteur, quoi. Il fallait... les gens du maquis de Trassanel, les gens qui sont ensuite jusqu'au début des années 50, quand ils sont allés, Félix Roquefort, Labégaud, tout ça, qui sont allés occuper la mine avec les mineurs, c'est des gens, c'est des gens qui à la fois méritent d'être dans un livre, et à la fois il faut vraiment faire attention, quoi. On peut pas. Non, mais je veux dire, on peut pas, quoi. Voilà. Labégaud, qui est un curé de droite, qui a pendant la guerre sauvé des dizaines et des dizaines de juifs, qui échappe à la Gestapo en partant en courant sur le toit de l'évêché. Enfin, et c'est un type qui après. Toujours de droite, a un compagnonnage avec ses copains communistes, avec le mouvement de la paix, tout ça, jusqu'à la fin des années 50, c'est des gens qui forcent le respect, quoi. Ça peut pas être simplement des personnages d'un roman, quoi, parce que c'est bien, je vais prendre lui parce que c'est vachement bien. Je veux dire, il faut pas ça. Donc les vrais sont nés et puis vous les avez intégrés, et après d'autres se sont. J'espère avoir respecté ça. Alors c'est vrai qu'on découvre aussi des choses. Moi, j'ai par exemple appris les utilisations de l'arsenic. Dans quoi ça peut rentrer comme composition, dans le verre notamment. C'était utilisé pour teinter les verres. Ouais, bon, ça j'ignorais totalement. Tous ceux qui ont des lunettes de soleil, là, vous sortez. Non, je crois que ça fait bien longtemps que ça sert plus à ça. Mais au début, ça servait à épouiller les bœufs en Amérique. Ouais. C'est-à-dire à débarrasser le bétail de ces parasites, et ça rentrait dans la composition des verres teintés. Et l'arsenic, on a mis très longtemps avant de comprendre que c'était peut-être un peu dangereux, quoi. Mais bon. Et donc, il y a eu une production
très importante. Ça tombait bien parce que, comme on voulait de l'or, on était obligé de produire de l'arsenic et on envoyait ça aux États-Unis, au Texas en particulier, dans les immenses élevages et on sauvait les bestiaux de la pelade, quoi. Ça n'a pas servi qu'à ça, ça a été aussi utilisé pendant la guerre du Vietnam. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai également appris. Enfin, peut-être vous le saviez, vous, déjà. Enfin, bon. Mais là, j'avoue que quand vous travaillez sur les archives, que vous êtes dans cette histoire-là et que vous tombez là-dessus, vous dites c'est un petit cadeau, ça. Effectivement, Salsigne a vendu pendant presque une dizaine d'années sa production d'arsenic aux États-Unis, à la Drew Chemical, je sais pas quoi, qui l'a transformé en agent orange avec lequel ils ont bombardé le Vietnam, voilà. Donc il y a cette espèce de truc terrible, quoi, ce produit là, l'arsenic qui commence à pourrir une vallée et qui va tuer à l'autre bout de la terre. À un moment donné, je me suis dit, il y a une référence à Félix Fénéon. On va dire qu'on s'éloigne peut-être du sujet, mais c'est vrai que c'est un auteur littéraire qui a écrit notamment un texte, Les Nouvelles en 3 lignes. Et c'est justement un petit peu, c'est quand il commence son métier de journaliste, je crois. Non, Fénéon, il a écrit ça. En parlant de Gabriel, on lui dit. Voilà, c'est-à-dire que Gabriel, qui est journaliste, il va voir un confrère de l'Indépendant, le grand journal de Carcassonne, et il lui a mis le pied à l'étrier. C'est lui qui l'a conseillé quand il a commencé dans le métier. Et lui, il lui dit, mais j'ai pas de plume, moi, je sais pas raconter des histoires, j'ai une plume, j'écris plat, tout ça. Et Gabriel lui conseille la lecture de Félix Fénéon. Et moi, c'est une manière aussi Moi, j'ai une passion pour la presse quotidienne régionale. Je lis tous les matins et j'adore ça. J'adore quand il trébuche, quand il y a des titres invraisemblables et tout. Mais sur le fond, ce que j'aime plus que ça, c'est la façon implacable dont ils disent la vie, quand même, des villages. Parce que si vous le lisez tous les matins, l'information, c'est pas la réunion des crématistes de Capendu ou la gerbe du 8 mai. L'information, c'est essentiellement les gens qui disparaissent. On peut pas appeler ça des nécrologies parce que c'est pas pensé comme ça et c'est pas tourné comme ça. Mais c'est le petit article sur Joseph Barthes nous a quittés. Et il y a 15 lignes et il y a une vie, quoi. Vraiment. Mais il y a vraiment une vie. Et alors c'est plus ou moins heureux, mais il y a des choses vraiment formidables et il y a toujours une vie. Voilà. Donc cette petite histoire-là, c'est aussi pour dire que cette presse-là, elle existe et moi, elle me plaît. Voilà. Il lui avait rédigé sur le guéridon du café sa petite liste qui commençait bien sûr par les nouvelles en 3 lignes de Félix Fénéon. Donc là, on cite Félix Fénéon. Le soir, Blandine Guérin de Vaucé, Sarthe, se dévêtit dans l'escalier et, nue comme un mur d'école, alla se noyer au puits. Ou encore, les filles de Brest vendaient de l'illusion sous les auspices aussi de l'opium. Chez plusieurs, la police saisit Pat et Pipe. Voilà. Pat et Pipe, tout est là. C'est-à-dire qu'il prend un fait divers et sans le tordre, uniquement par la langue, comme ça, il en fait un haïku. Ouais, c'est ça, oui, ça me fait penser un peu. Mais c'est disponible, hein, les nouvelles en 3 lignes de Félix Fénéon. Lisez ça, c'est un délice. Après, Luc était dubitatif. Attention, je ne te dis pas que tu dois écrire comme ça, ce serait ridicule. Ça, c'est un exercice de style. C'est le contraire de ce qu'il faut faire dans un journal. Mais ça t'apprend au moins une chose déterminante. On doit prendre la langue le plus au sérieux possible.
Et j'ai envie de dire, c'est ce que vous faites aussi, Michel, là, vous prenez la langue le plus au sérieux possible. Il y a ce travail, justement, je parlais de précision, des mots, comme ça, des phrases parfois au début assez courtes, où vous allez à l'essentiel. Après, le roman est toujours dans cette tonalité, mais va peut-être plus aussi, c'est peut-être le sujet qui l'exige, hein, c'est aussi l'évocation du passé, des événements, de l'histoire, on l'a évoqué, mais il y a quand même, cette langue, je trouve, vous la travaillez particulièrement, et on est vraiment embarqué, moi, en tant que lecteur, voilà, je voulais vous le dire au passage, quoi. Voilà. Ça n'a pas forcément de réponse. Je suis pas sûr je suis pas sûr de savoir parler de ça parce que d'abord c'est le premier roman que j'écris, donc je vais attendre un peu pour faire des théories quand même. Je vais attendre 2 ou 3 semaines. Et puis ensuite, voilà, moi je suis, je sais pas. J'essaye d'écrire sérieusement, c'est-à-dire de me mettre dans une musique, dans un galop qui correspond à la scène. Quand par exemple le 2e chapitre, qui était une grande joie à écrire, c'est j'imagine la façon dont Marius Esparcey découvre la mine, en disant tout de suite ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais la vérité, la légende. Il est avec son chien dans la garrigue. Et ça, le fait d'arriver, parce que je suis pas écrivain, on en reparlera dans 10 ans, mais le fait d'arriver à prendre un petit galop, une petite couleur dans la langue pour arriver à dire les odeurs, le temps et tout, ça c'est un grand plaisir, quoi. Si en plus vous me dites que ça marche, c'est bien, quoi. Je vous ai pas demandé si vous aimiez lire vos propres œuvres, mais si vous souhaitez lire peut-être ce début du chapitre 2, peut-être pour que le public, ou comme vous voulez, ou c'est... Oui. C'est pas... Que dit le public? Ben, d'entendre le texte, c'est toujours intéressant, je pense. Ouais. Alors, je vais repérer là où je m'arrête, parce que... En réalité, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Les légendes s'écrivent toujours sur des livres minuscules. Elles se ressemblent toutes, soucieuses de ne jamais rien bousculer. Le décor, les personnages, le hasard y sont pauvres, méritants et chrétiens. Ils désolent. Longtemps, on s'est imaginé que Marius Esparcey avait un chien, un bâtard d'Épagnols par exemple, roux sûrement, et que chaque matin, comme pour une promenade de santé, il marchait avec lui à travers la campagne. En cette fin de XIXe siècle, le bourg de Salsigne était ratatiné, rayé de quelques rues minuscules dans lesquelles une charrette devait s'arrêter pour que passe un âne. 501 habitants, pas un seul étranger. Quelque chose vous étouffe dans ces villages où chaque jour ressemble à s'y tromper à la veille et au lendemain. Un lent chemin rabâché, sans lumière, de l'école au cimetière, à peine rythmé par les saisons. Aucun écart, la dure répétition des gestes, des pensées. Le temps ici est le seul à pouvoir se payer des caprices. Au printemps de cette année 1892, de terribles averses de grêle endommagent le vignoble et les champs. On ne savait pas se protéger de cette malédiction. On ne sait toujours pas. À l'Académie des sciences, M. Chambrelan a pourtant soutenu, au début de l'été, une communication remarquée sur des expériences menées en avril et en mai dernier dans le vignoble girondin. Pour faire barrage aux gelées, on a créé des nuages d'huile minérale dont la combustion donne une fumée assez abondante, une agitation considérable de l'atmosphère, ce qui suffirait à troubler les effets du refroidissement. C'est le courrier de l'Aude du 19 juillet qui relate le fait. Marius Esparcey lit le journal tous les matins à son bureau en rentrant de sa promenade. Merci beaucoup, Jean-Michel Mariou. Donc, Poison d'or aux éditions Verdier. Merci de votre attention. Et puis, donc, merci beaucoup. Il s'agissait de Jean-Michel Mariou à la librairie Ombre Blanche le 25 mai 2021 à l'occasion de la parution de son ouvrage Poison d'or. Rencontre réalisée et mise en onde par Radio Radio.